Des maths et bienvenue dans Histoire Your Brains, la chaîne qui vous parle d'histoire de Bretagne. Alors à la base cette vidéo devait être la vidéo bonus de la vidéo sur Salomon. Mais en travaillant dessus je me suis rendu compte qu'en fait ça va faire une vidéo quasi indépendante, même s'il est conseillé de regarder les vidéos sur Salomon avant, pour mieux saisir le contexte et le postulat de départ de celle-ci. Puisqu'en fait c'est la suite directe. Mais direct quoi. Vous allez voir ça tout de suite. Donc là, je vais revenir sur la guerre de succession qui va suivre la mort de Salomon entre Gurwand et Paskweten, qui sont des personnages dont je parle dans la vidéo sur Salomon. Donc, le 28 juin 874, Salomon est assassiné dans un complot qui regroupe différents conjurés souhaitant la mort du roi breton. Les deux meneurs de ce complot sont Gurwand, le gendre d'Erispoé, un guerrier émérite et téméraire, trop selon Salomon qui a tout fait pour l'écarter du pouvoir tant qu'il était en vie, et Paskweten, gendre lui de Salomon, un de ses plus proches conseillers, piètre guerrier mais habile diplomate, étant habitué à la vie à la cour et aux négociations. D'après vous, que vont faire ces deux gaillards une fois Salomon éliminé? Devinez. Pour commencer, ils vont éliminer les autres conjurés, et une fois ce nettoyage fait, vont se proclamer tous les deux rois en 875. Mais pour essayer de trouver une paix toute relative, ils divisent le royaume breton en deux, le nord pour Gurwand et le sud pour Paskweten. Il y a d'ailleurs de cette époque des actes royaux qui nous sont parvenus, qui sont signés des deux rois de Bretagne. Seulement, comme dirait l'autre, il ne peut en rester qu'un, et rapidement les deux prétendants vont entrer en conflit. Parce que le pouvoir, ça se partage pas. Ils entreprennent de réunir leur armée afin de livrer une bataille qu'ils espèrent décisive. Paskweten, lui, n'a aucun mal à réunir des troupes, étant considéré par beaucoup de nobles bretons comme étant le meilleur candidat à la succession de Salomon. Qui plus est, afin d'agrandir considérablement son armée, il va payer un grand nombre de mercenaires vikings qu'il va aller trouver auprès d'Hastings. Alors si vous n'avez pas vu les deux vidéos sur Salomon, Hastings c'est un viking qui a beaucoup fait parler de lui pendant le règne de Salomon. Donc je vous conseille d'aller les voir, comme ça vous aurez un peu plus de détails sur son histoire. Mais il faut savoir qu'il est encore dans le secteur à ce moment-là. Mais ce choix de Paskweten annulera tout le travail de Salomon qui avait entrepris de les chasser durant son règne et aura de lourdes conséquences sur l'avenir de la Bretagne. Quant à Gurwand, l'autre prétendant, il a beaucoup de mal à s'entourer, car ses partisans, ayant connaissance de l'armée de Paskweten, refusent de le suivre. Un chroniqueur de l'époque parle de 30 000 hommes du côté de Paskweten pour à peine 1000 du côté de Gurwand, où les chiffres sont probablement un peu trop exagérés. Début 876, les deux armées se retrouvent près de Rennes, probablement vers Saint-Mélène. Mais l'armée de Gurwand est apeurée face à la horde de Paskweten et ses hommes le supplient de se retirer. Mais Gurwand va leur faire un speech à la William Wallace, et voilà que ses troupes s'en trouvent revigorées et chargent l'armée adverse. Les ennemis, surpris de cette charge soudaine et de cet excès de rage et de violence, paniquent, et aussi improbable que cela puisse paraître, les troupes de Gurwand arrivent à faire battre en retraite celles de Paskweten. Réginon de Prume, un chroniqueur de l'époque, écrivit que rarement dans aucun pays et dans aucune bataille il ne coula autant de sang. Pour qu'ils écrivent ça à l'époque, c'est que ça a dû être assez violent. Seulement, Gurwand n'a pas le temps de célébrer sa victoire puisque peu de temps après la bataille, il tombe malade, probablement d'une blessure reçue lors de celle-ci. Et il est dit mourant. Paskweten apprend cette nouvelle et se dit que c'est alors le moment de frapper. Il réunit ses troupes et marche sur son adversaire. Voyant l'armée de Paskweten, les soldats restants des troupes de Gurwand paniquent et vont supplier leur chef de se retirer. Mais ce dernier essaie de les galvaniser afin qu'ils y aillent quand même. Gurwand étant terriblement mal en point et ses hommes n'ayant pas trop envie d'y aller, trouvent la parade en lui disant qu'ils n'iront pas si leur chef n'est pas avec eux sur le champ de bataille. Ni une ni deux, Gurwand fait appeler une litière et demande à ce qu'on le porte au devant de son armée. Après de belles paroles, il arrive à remotiver tout le monde et son armée va se mettre en place en face de celle de Paskweten. À ce moment-là, l'armée adverse le pense mort, et lorsqu'ils le voient arriver au devant de ses hommes, ils sont soudainement pris de panique et la plupart ne veulent même pas affronter cet adversaire terrible. C'est lors de cette panique que Gurwand ordonne la charge de son armée.
Les adversaires se retrouvent alors dans un chaos total, et c'est la débandade pour la deuxième fois, tandis que Gurwand crie ses ordres de sa litière. Paskweten se voit dans l'obligation de se retirer et d'admettre sa défaite. Mais malheureusement pour Gurwand, son acte héroïque l'a épuisé, et il meurt peu après la bataille, le jour même. Son rival, Paskweten, se retrouve alors seul prétendant, et peut enfin penser au couronnement. C'est sans compter sur le sort qui s'acharne, puisqu'il va mourir quelques jours après Gurwand, probablement d'un empoisonnement. Mort naturelle quoi. À ce moment-là, la Bretagne se retrouve sans chef. Et les Vikings que Paskweten avait fait venir commencent à s'en donner à cœur joie. Ah oui les gars, c'est les Scandinaves, hein. Ils jouent pas aux cartes quand ils s'ennuient. Ils pillent des villages, ils saccagent, ils violent. Mais cette guerre de succession est très loin d'être finie, puisque le fils de Gurwand, Judicael, et le frère de Paskweten, Aland, vont reprendre le flambeau, et cette guerre va encore durer pendant environ 13 ans, avant que l'un des deux prétendants meure. Et c'est les Vikings qui vont précipiter la fin de ce conflit. Puisque pendant toutes ces années, ils sont là, ils profitent du chaos ambiant pour en semer encore plus, et le pire survient vers 890 lorsqu'une véritable armée scandinave d'invasion débarque dans le Cotentin. Et eux, ils sont pas seulement là pour piller, ils sont là pour s'installer. Donc ça change la donne. Si nos deux prétendants veulent encore avoir un royaume, ils n'ont pas trop le choix de réagir. Donc devant ce grand danger, Aland et Judicael se voient dans l'obligation de s'unir et vont rencontrer l'armée scandinave à 2 reprises. La première rencontre a lieu quelque part au niveau du Blavet ou au niveau de la Vire. Les historiens n'arrivent pas à situer exactement où. Et c'est le téméraire Judicael qui va au devant des Vikings et qui va se faire tuer de leurs mains. Non sans avoir, selon Réginon de Prume, chroniqueur de l'époque, avoir tué tellement de Vikings qu'à peine 40 sur 15 000 ont retrouvé leur navire. N'oublions pas que Judicael, c'est quand même le fils de Gurwand. Donc il y va le gars, il reste pas les regarder quoi, pas là pour déconner, merde. Et Aland finira le travail soit à Questember ou dans les environs de la Mayenne. Les lieux et les dates sont soumis à débat chez les historiens. N'hésitez pas à débattre en dessous si vous voulez des lieux, si vous avez des sources qu'on ignore. Aland va alors se retrouver seul, et devant la menace normande, ses anciens adversaires le reconnaissent comme l'unique roi. Il deviendra alors Aland Ier, dit le Grand, pour avoir chassé les Vikings du royaume breton. Et les Francs dans l'histoire? Oui, je pose la question à moi-même, parce qu'effectivement, où sont les Francs à ce moment-là et qu'est-ce qu'ils font? À ce moment-là, dans le royaume franc, c'est un bordel monstre, il y a également une guerre de succession, et ils ne vont tout simplement pas s'occuper de ce qui se passe en Bretagne. Lorsqu'ils auront réglé leurs affaires, le nouveau roi des Francs, Charles le Simple, reprendra contact avec Aland et le nommera roi par la grâce de Dieu dans les années 898-900. Aland Ier, dernier roi des Bretons, meurt probablement vers 907, à l'aube d'un des siècles les plus terribles pour la Bretagne et les Bretons, mais ceci est une autre histoire. Donc voilà sur cet épisode qui devait être l'épisode bonus sur Salomon, mais que en fait se suffit à lui-même, et que je pouvais pas traiter ce sujet en moins de 5 minutes, donc je préférais faire une vidéo normale. Donc si vous avez aimé, voilà, n'hésitez pas à commenter en dessous, pour si vous avez d'autres informations, si vous avez vu que c'est une période assez compliquée au niveau de ce qui reste des sources, et c'est pour ça d'ailleurs qu'au niveau des illustrations dans l'épisode, j'ai un peu galéré à trouver ce qu'il fallait, étant donné qu'il reste plus grand chose de cette période, donc j'ai pris que des images d'illustration en fait, essentiellement. Et voilà, donc je vous remercie, c'est chouette de me suivre. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos, si vous venez d'arriver là, voilà, faire le tour de ce que je fais. Et à rejoindre la page Facebook, vu que c'est sur ce réseau que je communique sur mes projets, sur l'avancée des vidéos. Et en tout cas, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo, et trugaré à Cheno.